avec Patrick Couchou. En quelques mots pour vous présenter Patrick Couchou, journaliste, auteur de plusieurs articles dans le cadre du monde diplomatique, surtout auteur de deux ouvrages qui ont marqué ces dernières années par rapport à nos questions dans le champ de la psy. Déjà en 2006, Un monde de fous, que vous avez certainement lu. Comment notre société maltraite ses malades mentaux, un ouvrage important, pour lequel d'ailleurs Patrick avait à l'époque travaillé, je crois, avec une équipe de Lisieux, il me semble, sur la question du secteur de Lisieux. Et puis un second ouvrage en 2009, La déprime des opprimés, enquête sur la souffrance psychique en France. Là, un ouvrage beaucoup plus centré sur la question du travail, et des souffrances au travail. D'ailleurs, nous avions à cette époque invité Patrick à un débat qui avait eu lieu en lien avec l'université et le CRIC, un débat qui avait eu lieu à Caen, qui avait attiré beaucoup de monde sur cette question de la souffrance au travail. Et puis donc un troisième ouvrage en perspective que vous n'avez pas sur la table de presse, il va falloir attendre et puis suivre cette affaire. Il devrait arriver, je crois, début 2014, en janvier 2014. Un homme comme vous, ce sera le titre de cet ouvrage, Regard sur l'humanité de la folie, un ouvrage consacré à la question de la psychiatrie et de l'histoire un peu des mouvements, et notamment du mouvement le plus humaniste, dans le cadre de la prise en charge de la folie, de la place de cette folie. Et puis, juste pour dire quand même qu'on a eu le plaisir, nous, dans le cadre du travail, dans l'établissement dans lequel je travaille, le foyer Richer, de rencontrer Patrick à plusieurs reprises, qui est venu travailler avec nous. Et voilà, donc une petite conclusion qui sera directement en lien avec le travail de l'institution, puis la rencontre avec quelqu'un, Francis, qui est ici présent, venu écouter Patrick. Voilà. Patrick, je te laisse la parole. Je ne vais pas commencer par raconter les fois que j'ai parlé. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible pour retarder l'heure tant avant de déjeuner. Et je voudrais commencer, si vous me permettez, bon, je pense que Pascal a dit qui j'étais, je suis journaliste, donc j'ai une vision extérieure. Je ne suis pas soignant, je suis pas psychiatre. Donc j'ai un peu une vision extérieure sur ce monde depuis ce monde de la psychiatrie, de la maladie mentale, depuis un peu une dizaine d'années donc. Et là, mon propos, je voudrais commencer par une intervention, cette intervention par une anecdote. Il y a quelques jours, une dizaine de jours, je crois, j'étais à Bruxelles à l'invitation d'une association ensemble qui s'appelle L'Équipe, qui est un peu dans la mouvance de la psychiatrie communautaire. Et le colloque durait 2 jours, et le deuxième jour, on a eu l'occasion de voir le travail fait par les différents organismes de cette association, et en particulier un atelier vidéo. Et cet atelier vidéo nous a montré un très court film qui devait durer 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que les animateurs de cet atelier ont eu la bonne idée d'interviewer 5 ou 6 patients, donc des gens qui sont avec eux, psychotiques, sur un thème précis, le travail. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que vous pensez du travail? Nous, on est vu du travail. Et je dois dire, je disais à l'instant que ce film m'a marqué. Pourquoi il m'a marqué? D'abord, il m'a marqué par son humanité, parce qu'il y avait une vraie prise de parole d'être humain, à part entière, c'est-à-dire sensible, émouvant, vivant, pour tout dire, qui ne montrait pas seulement leur souffrance, mais qui montrait leur désir de vivre. Un peu comme nous tous, finalement. Hein. On parlait tout de suite de la folie, je pense que c'est ça aussi, c'est les points communs que nous avons tous ensemble. Et en regardant ce film, je me suis fait quelques réflexions. D'abord, la première réflexion, c'est que quand vous regardez ces témoignages, c'est que la maladie mentale, c'est la première réflexion que je me suis faite, elle concerne bien la personne, c'est-à-dire dans son intégralité, dans sa complexité, et elle est à titre profondément humaine et profondément proche de nous. Et j'insiste sur cette idée qui me semble très importante. Et je me suis dit, vous allez me dire d'une façon logique,
que cette maladie mentale, ce n'est pas simplement, à mon sens, le simple dérèglement, le fruit d'un simple dérèglement du cerveau, du système nerveux ou une anomalie génétique, mais que la folie, c'est bien plus que ça concerne toute l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui apparaissait dans ce film d'une façon totalement humaine et totalement touchante. Ensuite, le thème. Je pense que le thème, c'est une très bonne idée d'avoir choisi ce thème parce que en quelques minutes, on a eu un condensé, si vous voulez, autour de ce thème, de la situation actuelle de la maladie mentale, d'une façon totalement humaine et totalement touchante. Ensuite, le thème. Je pense que le thème, c'est une très bonne idée d'avoir choisi ce thème parce que en quelques minutes, on a eu un condensé, si vous voulez, autour de ce thème, de la situation actuelle de la maladie mentale et de sa profonde aliénation sociale. Alors pourquoi j'emploie ce thème? D'abord parce que tous les témoins disent qu'ils aimeraient travailler, tous. Ils évoquent, la plupart avec nostalgie, ceux qui ont déjà travaillé, ils évoquent cette période de leur vie où ils ont déjà travaillé avec nostalgie, parfois avec douleur, et donc ils évoquent le temps où ils ont pu le faire d'une façon très, très, très profonde. Par exemple, on raconte sa recherche d'emploi après un séjour en hôpital psychiatrique, et il raconte comment, lors d'un entretien d'embauche, qui avait très bien commencé, quand il a dit qu'il avait été hospitalisé, il a vu la personne en face de lui qui changeait de visage, et vous devinez évidemment la suite, il n'a jamais pu trouver de travail, il n'a jamais pu trouver de travail. Il raconte aussi comment ses sœurs et ses frères, il a une sœur et deux frères, qui sont membres à part entière, si j'ose dire, du monde normal, entre guillemets, finalement lui reprochent cette situation, à mi-mot, souvent, mais enfin bon, ils lui reprochent tout de même. Ils lui font porter en dernier ressort la responsabilité de cette situation. Et ça, effectivement, il dit le sentiment d'humiliation qu'il ressent dans ses rapports avec des gens qui sont pourtant proches de lui. Une autre dame aussi, qui était femme de ménage, raconte comment elle a perdu son travail, quand elle est tombée malade. Et elle raconte avec une émotion considérable comment, dans la vie du foyer, elle participe à la vie quotidienne, comment elle le fait pour être utile aux autres, dit-elle, et pour montrer qu'elle n'est pas fainéante. Et en gros, pour vivre, finalement, pour exister, c'est pour cette raison-là qu'elle s'implique à ce point. Un autre, et c'est le seul qui a tenu cet langage, dit que le travail pour lui, il n'en veut pas. Il n'en veut pas parce que c'est une atteinte à sa liberté, parce que c'est une corvée, etc. Mais en même temps, aussitôt, il explique qu'il participe à toute une série de travaux quotidiens dans le foyer, d'une façon bénévole, donc d'une façon tout à fait libre, et qu'au bout du compte, ça lui permet aussi, lui aussi d'exister. Alors il ne le dit pas comme ça, mais ça transparaît tellement fort que c'est évident. On pourrait continuer longtemps donc, la description, mais bon, si ce petit film vous intéresse, vous pouvez à la limite contacter l'équipe à Bruxelles, ils sont des gens très sympathiques et très intéressants. Mais je voudrais suivre sur deux idées. D'abord, à partir de ce film, ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé, c'est ce que Christophe Dejour appelle la centralité du travail. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le travail dans nos sociétés, alors qu'on le déplore ou on ne déplore pas, certains le déplorent, le travail dans nos sociétés est central. Il l'est non seulement pour des raisons économiques, évidemment qu'il l'est, puisque quand on est précaire, quand on est chômeur, quand on est précaire chronique, la formule a été employée tout à l'heure, je ne vois pas comment on peut se construire une vie, évidemment. Mais plus au fond, il est dans la construction d'identité de l'individu. Christophe Dejour dit qu'avec la sexualité, le travail il y a des déterminants importants de la singularité et qui participent à notre subjectivation. D'où les dégâts, entre parenthèses, que provoque l'aliénation du travail. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que la seule personne qui dit ne pas être intéressée par le travail et rejeter le travail, en fait, il en rejette le caractère aliénant, puisque à côté de ça, il va travailler dans d'autres circonstances, dans un autre contexte, et donc il va travailler. Mais plus au fond, ce qui me semble le plus important dans ce film, c'est qu'il nous met, c'est ce que j'ai ressenti, il nous met devant les yeux ce qu'est l'aliénation sociale aujourd'hui dans ses profondeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces patients, et j'exagère absolument pas, ça transparaît d'une façon extraordinaire, ils sont étrangers à ce monde, que souvent d'ailleurs ils redoutent. Ils sont étrangers malgré le travail exemplaire de l'association, évidemment, et ils le sont fondamentalement. Ce monde, en d'autres termes, c'est pas le leur, c'est celui des autres. Eux, si vous voulez, c'est comme si c'était à côté du monde.
à côté du monde qui, lui, tourne tout seul en dehors d'eux. Ils n'ont aucune prise sur lui. Alors, vous allez me dire, d'une façon relativement logique, que c'est de l'eau de la maladie mentale, et que finalement on n'y peut rien. D'abord, je pense qu'on y peut quelque chose, mais on ne peut pas non plus en rester là, et pour pouvoir évoquer le fait qu'on ne puisse pas en rester là, je vais vous raconter, juste après la projection, il y a une personne qui a pris la parole, il n'y a pas de débat, bien entendu, mais une personne qui a pris la parole, une réaction immédiate, dans une réaction immédiate. Et qu'est-ce qu'a dit cette personne? Cette personne a dit finalement, parmi ces 5 personnes qu'on vient de voir dans le film, peut-être que probablement il y en a un qui pourrait être réinséré. Un qui pourrait être réinséré. Et je me suis dit, tout est dit. On a un système économique et social qui tourne à plein régime dans une course folle à la concurrence, etc. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis, il y a les individus qui doivent s'y adapter, s'y plier, quelle que soit la violence, quelles que soient les difficultés dont ils sont victimes. Entre parenthèses, d'ailleurs, à partir de cette réflexion de cette personne, je voudrais dire que si l'un des patients peut se réinsérer, et on propose ça comme quelque chose d'éminemment positif, bien entendu, on peut se demander ce que vont devenir les autres, ceux qui visiblement ne le sont pas. On voit bien là en germe quelque chose qui relève du tri, même si ce n'est pas un tri conscient, même si ce n'est pas un tri délibéré, mais qui relève du tri de fait. En fait, mon propos, il ne concerne pas simplement, si vous me permettez, les malades mentaux, mais il concerne les individus en général. Et je crois que ça vaut le coup de s'arrêter quelques instants là-dessus. Des individus qui doivent, par leurs propres moyens, et par une quête sans fin d'autonomie, se plier, s'insérer, et mieux être flexible et sans cesse performant. Ça, c'est l'eau, je pense, de l'individu dans nos sociétés. Alors, on dira la réinsertion est nécessaire, elle est la condition de la citoyenneté. C'est ce que j'ai entendu au cours où Pascal parlait de cette enquête au cœur de la psychiatrie, j'ai entendu ça plusieurs fois, en particulier dans les hôpitaux où on vide, j'y reviendrai tout à l'heure, où on vide les hôpitaux, etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils vont retourner à la citoyenneté. Alors, la première remarque que je me fais, c'est que si le fait de retourner dans la ville permet de devenir citoyen, ça signifie qu'à minimum, ceux qui ne sont pas insérés ne sont pas. Ne sont pas des citoyens. Nous sommes des citoyens diminués. Et là, évidemment, nous retrouvons la question du patient. Et que seuls les autres sont citoyens parce qu'ils sont performants, parce qu'ils sont capables de s'adapter. Il faut avouer, je pense que vous allez admettre avec moi que c'est une singulière conception de la citoyenneté, et que le pendant, je pense, de cette conception de la citoyenneté, c'est l'exclusion, la pauvreté, c'est le fait de laisser des gens sur la touche. Alors il va sans dire que les individus, donc, qui doivent se plier à ce modèle, sont non seulement autonomes, mais de surcroît, ils sont comptables de leurs échecs, comme de leurs succès. Et si par malheur, parce que c'est quand même l'épée de Damoclès qui pèse toujours sur nos têtes, parce qu'il ne faut peut-être pas trop s'en exclure, si par malheur ils se retrouvent dans la rue, du point de vue du système, c'est bien qu'ils n'ont pas été capables de faire face, eux, individuellement, totalement individuellement. Nous avons donc, si vous voulez, un énorme système qui tourne sans tenir compte des humains et qui, comment vous dire, dont la nature, d'ailleurs souvent nous est un petit peu obscure, et qui a pour but unique la performance économique et financière. La conséquence de cela, c'est la transformation des êtres humains en de simples ressources humaines. Et je pense qu'il faut s'attarder quelques instants sur cette affaire de ressources humaines, sur le mot. Il est composé de 2 mots. Alors, humaine, c'est normal parce qu'on a affaire à du matériel humain, mais en même temps, le mot ressources. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les ressources humaines, comme il y a les ressources matérielles et financières, sur le même plan. Et évidemment, le second terme est de toute évidence subordonné au premier, c'est-à-dire que humain est subordonné à ressources. D'ailleurs, vous remarquerez, entre parenthèses, qu'auparavant dans les entreprises, on ne parlait pas de service de ressources humaines ou de direction des ressources humaines, on parlait de service personnel. Il faut quand même remarquer que dans le personnel, il n'y a personne. Alors, je ne suis pas en train de dire que les personnes ont toujours été bien traitées dans les entreprises, y compris dans le passé, mais quand même, il y a quand même un changement sémantique qui est quand même très important. Alors, cette situation, vous allez dire qu'elle n'est pas nouvelle dans les entreprises, mais en gros, elle s'est beaucoup aggravée depuis une trentaine d'années, puisqu'elle ne rencontre plus de résistance. Et là, c'est pour des raisons politiques, historiques, sociales, que je ne vais pas développer, qui seraient trop longues à développer, sur lesquelles on peut peut-être revenir dans le débat. Mais
c'est une situation qui conduit à la souffrance. Et Pascal faisait tout à l'heure allusion au bouquin que j'ai fait sur la souffrance au travail, on le voit d'une façon tout à fait claire. Et c'est un système qui conduit parfois à la mort. Sur la question, par exemple, des suicides au travail, il faut savoir que ça continue. Et ça ne continue pas qu'à France Télécom. D'ailleurs, nous sommes un peu visiblement tendance à moins continuer à France Télécom d'ailleurs. Donc on n'est pas simplement dans un phénomène qui toucherait simplement les anciennes voies publiques devenues privées, etc. C'est partout. On est à plusieurs centaines de cas de ce genre. Et il y a encore quelques jours, on a 3 cas de Pôle emploi, je crois, qui se sont suicidés, etc. dans le cas du travail. Donc je pense que ça, il faut avoir ça en tête en disant que ça nous conduit à ça. Mais ce qui me semble être encore plus nouveau, pour revenir à la ressource humaine, c'est que ça ne concerne plus l'entreprise, ça concerne l'ensemble de la société. Et je résiste pas au plaisir de vous citer une phrase d'une dame que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marianne Monchamp, qui est députée, je ne dirai pas quel parti, ancienne ministre de Fillon, et surtout qui est une des fondatrices de la Fondation fondamentale, cette très influente fondation dont l'objectif est de développer la recherche et surtout de fournir un plan de financement, comme vous le savez. Et cette phrase, elle est issue d'un film qui me semble tout à fait intéressant, le film de Philippe Borel qui s'appelle Un monde s'en fout, en interrogation. Et dans ce film, que dit Madame Monchamp? Je vais vous lire la phrase textuellement. Elle dit « Un habitant sur 4 souffre de troubles mentaux. Que se passe-t-il si nous mettons entre parenthèses un quart de notre potentiel de ressources humaines? Nous nous disqualifions totalement dans la compétition économique. » Bon, on saurait mieux dire. J'ai presque envie de dire merci madame, vous faites le travail à la place. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est inutile de dire dans ce monde, l'aliénation est à son comble de ce point de vue. Et l'homme est devenu une chose. Et je vous renvoie au fameux texte de Marx, qui s'appelle Le Manuscrit de 1844, où il travaille sur les questions de l'aliénation, où il explique que le rapport social entre personnes se transforme en relation sociale entre choses, donc je cite Marx, et que le seul langage intelligible, poursuit-il, que nous employons les uns avec les autres, est le langage des objets dans leur rapport mutuel. L'être humain concret, vivant, là on revient, évidemment, on ne s'en est pas écarté, mais à notre sujet, si je puis dire, c'est-à-dire l'être humain concret, vivant, en d'autres termes, le sujet, ben, il a disparu. Il ne reste, alors je cite souvent Roland Gomez sur cette question, qui dit, citant un terme qu'employaient les nazis à propos des déportés, il reste que des segments d'espèces. Donc, vous allez peut-être penser que j'exagère un peu, mais hélas, je ne pense pas exagérer. On n'a qu'à voir les dégâts qui sont provoqués, que c'est tout à l'heure souligné dans une intervention précédente, mais les dégâts qui sont provoqués par les évaluations, par les mises au placard, par le harcèlement, par les licenciements massifs, par la mobilité forcée, par la nécessité d'atteindre des objectifs qui sont de plus en plus inatteignables et qui provoquent des dégâts extraordinairement profonds, par la souffrance et les suicides dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est concret, c'est réel, et c'est incontournable, et c'est indiscutable. Et puis, c'est vrai aussi de la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il faut mesurer l'angoisse qui est provoquée par la compétition entre les individus, dans tous les domaines de la vie sociale, par la destruction du service public, par la guerre aux places, pour l'école, pour le travail, par une course épuisante, par l'insécurité sociale grandissante, par la peur, au sens propre, que tout cela engendre. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de citer, au hasard de mes lectures, j'ai trouvé cette citation, qui est une citation d'un écrivain hongrois, qui a eu le prix Nobel de littérature, qui s'appelle Emret Kertész. Et dans l'un de ses livres, il évoque une question importante abordée par un autre écrivain, un Autrichien, Jean Améry, celle de la confiance. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que tous les deux ont été déportés à Auschwitz. Tous les deux sont sortis d'Auschwitz. Et Kertész écrit « Jean Améry a un mot exceptionnellement précis pour cela, Weltvertrauen ». Je demande pardon aux germanistes s'il y en a dans la salle. Donc il poursuit que je traduirais par la confiance accordée au monde. Et il décrit à quel point il est difficile de vivre sans cette confiance. Une fois qu'on l'a perdue, on est condamné à vivre éternellement, dit-il, seul parmi les hommes, on ne voit plus jamais en autrui son prochain, mais son ennemi. Et Kertész ajoute
que s'il a survécu à Auschwitz alors qu'il était un petit garçon de 14 ou 15 ans, c'est parce qu'il n'a jamais perdu cette confiance, c'est parce qu'il s'est toujours dit il y aura bien dans le monde des adultes quelqu'un qui viendra me tirer de là. En revanche, Jean Amérique, qui lui avait perdu cette confiance, est rentré dans Auschwitz, il s'est suicidé quelques mois après. Donc on est en train de se poser cette question, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui? On n'a pas quelque chose qui ressemble à ça. Et il faut mesurer que si c'est le cas, c'est d'une extrême gravité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde cette question? J'aborde cette question parce que je pense qu'elle constitue le fond du thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et avant de revenir au patient en République, je vais revenir, vous allez voir, et à la folie, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la problématique de notre système économique et social et politique concernant la ressource humaine en général. En fait, je pense qu'il poursuit deux objectifs, ce système. Et le premier consiste à faire face aux dégâts humains qu'il produit. On le sait, les cabinets de psy sont pleins, ça c'est pas vrai que je vais apprendre ça. Et d'une façon générale, on sait que la dégradation générale des relations sociales engendre une souffrance massive, et il faut y faire face sous peine de mettre en danger le fonctionnement même du système. On ne sait pas trop où ça peut nous emmener, cette histoire. Et puis, le deuxième objectif, il est évidemment lié au premier, il est peut-être plus ambitieux. Il s'agit en positif, si je puis dire, de fournir un modèle d'individu performant, capable de résilience, entre guillemets, capable de s'adapter à l'infini, à un monde qu'il subit, plus ou moins, capable d'être performant, un modèle auquel il faut se conformer, sinon on est sur la touche. Il y a bien sûr derrière cette volonté un souci de compétitivité, parce qu'il faut que la ressource humaine puisse s'adapter et continuer à produire de la richesse. Il y a aussi un aspect, me semble-t-il, fondamentalement politique. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de continuer dans un contexte de crise profonde et durable, comme avant, et même d'aller encore plus loin, sans qu'il y ait de résistance capable de mettre à mal le fonctionnement général de cette affaire. En réalité, je pense que nous assistons de fait, et ça on le voit au travers d'un phénomène que vous connaissez probablement aussi, à une médicalisation de l'existence, et là je crois que Gori avait beaucoup travaillé aussi là-dessus. On a un exemple simple, en dernier ressort, le chômeur de longue durée qui n'a plus de perspective, qui n'a plus de ressources, qui n'a plus rien, où est-ce qu'il va terminer sa course? Il va terminer sa course chez le médecin ou chez le psy, et on va soigner son problème social avec des médicaments. Alors vous allez me dire, ça fait le bonheur des grands laboratoires pharmaceutiques, et puis évidemment, vous ne savez pas le bonheur des gens, entre nous soignés. C'est aussi à ça que sert le DSM, et je crois que sur le DSM, il y a cette volonté, là je citerai Robert Castel, de transformer le tissu social en un grand corps malade. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la médecine, la psychiatrie, et je vais y venir à la santé mentale, parce que c'est de ça qu'on veut parler, constituent des outils par rapport à une situation aussi périlleuse que la situation dans laquelle on se trouve. Donc, le mot est lâché. Il me semble, enfin en tout cas je livre ça à votre réflexion, que la santé mentale, c'est la réponse à ça. C'est la réponse à ces problématiques-là. Car comme vous le savez, chacun ici donc le sait, on vient de passer, je pense qu'on est en train de passer, et c'est peut-être déjà fait, de la psychiatrie à la santé mentale, pour reprendre le titre d'un rapport fameux de Pierre Roland au début des années 2000. Alors quelle est la différence, vous allez me demander, entre la psychiatrie et la santé mentale? On pourrait dire schématiquement, la psychiatrie, elle s'occupe des fous, la santé mentale, elle s'occupe de tout le monde, y compris des bien portants. Et pour ce faire, elle va mettre en avant la prévention des troubles, c'est-à-dire des comportements déviants, et j'insiste sur le terme comportement, puisque l'inconscient et le psychisme dans cette affaire, on n'en parle plus, et j'insiste sur le terme de comportement, parce qu'il s'agit de régulation sociale. C'est-à-dire qu'on agit sur le symptôme, on agit sur le comportement pour que la personne se comporte correctement, pour qu'elle ait un comportement adéquat. D'ailleurs, j'ai entendu dans certains hôpitaux, et on en a reparlé hier dans un des ateliers, je ne sais pas si vous le savez, mais parfois on parle pour les gens qui n'arrivent pas à caser des inadéquates. Vous voyez, on est bien un petit peu dans ce cynisme terrifiant et dans cet état d'esprit. Alors, je voudrais faire un petit tour en arrière, parce que pour vous montrer que cette volonté de s'occuper de tout le monde, en fait, il faut s'occuper de tout le monde, elle n'est pas nouvelle. Et je voudrais faire une petite digression historique en évoquant un personnage célèbre que vous connaissez probablement, qui s'appelle Bénédicte Augustin Morel.
Augustin Morel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, était un aliéniste fameux du XIXe siècle, et ça a été l'un des penseurs de la théorie de la dégénérescence, c'est-à-dire du caractère héréditaire de la folie, une théorie qui, comme chacun sait, va mener quelques décennies plus tard à la stérilisation de malades mentaux, à leur extermination dans l'Allemagne nazie, et à l'hécatombe des fous pendant l'occupation en France. L'hécatombe des fous, je reprends le livre d'une dame dont le nom est imprononçable, qui a fait une enquête très, très sérieuse sur la famine, qui a conduit à une 40 000 personnes qui sont mortes durant l'occupation. Et alors, dans son livre, La gestion des risques, qui est un livre extraordinaire, je vous conseille, en plus il n'est pas très épais, formidable, Robert Cassel rapporte que Morel, donc Augustin Morel, à son époque, avait proposé un point de vue, alors je cite, hygiénique et prophylactique, à partir de la fréquence des maladies mentales et autres anomalies dans les couches défavorisées, et il les met en relation avec les conditions de vie du sous-prolétariat. Il s'agit pour Morel d'anticiper la possibilité de traiter d'un passage à l'acte pathologique, bien sûr, mais aussi d'utiliser la psychiatrie comme un outil de régulation, de contrôle social, allant bien au-delà des malades mentaux. Et pour cela, il propose même, Morel, de surveiller certaines catégories de la population, en premier lieu, évidemment, vous l'aurez deviné, les classes populaires, et il en appelle même au préfet pour, je cite, l'aider à pénétrer dans l'intérieur des familles. Alors, Morel, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir pour deux raisons. Il ne va pas réussir d'abord parce qu'il va se heurter à l'hostilité de ses amis aliénistes, de ses collègues aliénistes, qui, eux, veulent rester sans précaré. Ils sont dans l'asile, ils ont le pouvoir, ils veulent le garder. Mais plus au fond, il va se heurter à l'incapacité de l'asile, et là je renvoie aussi à Castex, là ça l'explique très bien, à mettre en œuvre ce qu'il faut bien appeler une politique de prévention. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'asile, la prévention de population, elle n'est pas possible puisqu'on est entre quatre murs. Et la prévention, elle ne peut être que dans le face-à-face. C'est-à-dire que un malade est passé à l'acte, il a été dangereux à un moment donné, on va le surveiller pour qu'il ne recommence pas. Mais ça reste entre le malade et le thérapeute. Or, l'ambition de Morel, c'est pas ça. L'ambition de Morel, c'est de prévenir et d'avoir une politique de régulation et de prévention en direction de populations entières. En plus, si vous voulez, non seulement l'asile était un frein à ça, mais il n'y avait pas les moyens techniques. Je pense par exemple aux moyens informatiques que nous avons aujourd'hui, avec la possibilité de faire des profils de délinquants, etc., etc. Vous connaissez ça comme moi. Tout ça n'existait pas à son époque, donc Morel échoue. Mais une idée semée à l'époque, et qui va faire fortune, c'est que la médecine mentale peut devenir un instrument de contrôle et de régulation sociale. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le vieux rêve de Morel est en train de se réaliser. Pour qu'il puisse se réaliser, on a mis fin à l'asile. Pour qu'il puisse se réaliser, on a mis fin à l'asile. Parce qu'il constituait justement cet obstacle à cette ouverture sur l'ensemble de la société. Et il faut faire une petite parenthèse sur le secteur aussi, de ce point de vue, me semble-t-il, qui va permettre, même si ce n'était pas son objectif, mais qui va permettre d'avancer dans cette direction en permettant de sortir des murs. Il va donc permettre l'émergence de la santé mentale, de ce qu'est la santé mentale aujourd'hui, donc un peu plus tard. Et je pense que c'est l'une de ces contradictions, d'autant plus qu'au fil du temps, et entre autres, grâce à la mauvaise volonté, et c'est un euphémisme de la majorité des psychiatres, il va se transformer trop souvent en une simple structure administrative, dénoncée en leur temps d'ailleurs par les fondateurs, y compris par Lucien Bonafé. J'ai retrouvé des textes extraordinaires de ce point de vue. Parce que, si vous voulez, les aliénistes, en particulier les penseurs du secteur, c'est une formule de Bonafé, disaient que la question de la maladie mentale, c'était qu'il fallait, et de la fin de l'asile, c'était qu'il fallait remplacer le lieu par le lien, substituer l'un à l'autre. Le lieu étant évidemment, vous l'avez compris, l'asile, et le lien étant le rôle des équipes. Alors, cette filiation, évidemment, vous devinez bien que c'est le lien au fil des décennies pour des tas de raisons. Pas du point de vue de la défaillance des équipes, mais pour des raisons politiques, économiques, sociales, pour des raisons d'évolution de la société en général, qui fait qu'à un moment donné, c'est le lieu qui, une fois de plus, l'a encore emporté, même si ce sont des lieux décentralisés. Cette filiation entre le secteur et la santé mentale explique d'ailleurs que c'est bien souvent en référence au concept du secteur que la santé mentale va s'imposer.
Remarquez comme ça se passe, elle parle de citoyenneté, j'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, elle parle de retour à la cité, elle parle d'usager, elle s'autoproclame même santé mentale, alors que santé mentale était un concept des adémistes après la guerre, après 1945. Donc il ne s'agit pas, dans cette bataille sémantique, il ne s'agit pas simplement d'un problème de communication, on est vraiment sur le fond dans cette affaire. Et c'est ce qui trouble beaucoup de défenseurs du secteur, et ils ont raison d'être troublés, parce que c'est vrai que cette utilisation des concepts du secteur est très troublante et très déstabilisante. Ça, c'est le côté pile, si vous voulez. Mais il y a le côté face. Je regarde ma montre parce que j'ai fait une promesse, donc je sais pas autrement. Le côté face, c'est que si le secteur a permis la santé mentale, il est également l'héritier de l'asile. En ce sens que, comme lui, comme l'asile, il constituait une médecine spéciale, ce qu'on appelle une médecine spéciale. Elle était chargée d'assistance au nom d'un idéal philanthropique. Et ça, d'ailleurs, Bonafé, qu'est-ce que dit Bonafé à un moment donné? Il dit que le secteur a été le mutant du système asilaire, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il a repris à son compte cette idée de médecine spéciale, cette idée que l'un comme l'autre, l'asile comme le secteur, avait en charge, comment vous dire, les malades dans tous les aspects de leur vie. Pas simplement dans le traitement médicamenteux, mais dans tous les aspects de leur vie. Alors l'asile avec l'enfermement, et le secteur avec la fameuse continuité des soins que tout le monde connaît ici. Et c'est bien, à mon sens, ce qui va être mis en cause avec la santé mentale. Et c'est la raison probablement de l'effacement progressif du secteur auquel on assiste aujourd'hui. Pour le comprendre, je crois qu'il faut aussi, encore une fois de plus, et je vais être assez rapide, un petit tour du côté de l'histoire. Et là aussi, je vous renvoie à Robert Castel qui explique ça très très bien. À la fin du 19e, au sein de l'aliénisme, même assez tôt finalement, est apparu, donc au sein de l'aliénisme, un courant qu'on appelle l'objectivisme médical. L'objectivisme médical dont l'un des porte-parole était Georges, par exemple, l'aliéniste fameux. Qu'est-ce qu'il reproche ces gens-là aux aliénistes? Il leur reproche de ne pas s'intéresser aux causes de la maladie mentale. Pinel dit, dans beaucoup d'endroits, il dit la maladie mentale est curable par le traitement moral, parce que justement, elle n'a pas de cause organique. Dire que la maladie mentale a des causes organiques, ça veut dire qu'on met une croix sur la curabilité de la maladie mentale. Pinel dit ça. Et donc Pinel est de ce point de vue, probablement, le lointain ancêtre du désaliénisme, en ce sens que les choses se jouent pour lui dans le psychisme et pour une part dans la relation. Alors après, ça ne préjuge pas de ce qui est devenu l'asile ensuite, mais il n'empêche qu'il y a un petit peu tout ça chez Pinel. Et les autres, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là en germe la fameuse opposition entre les organicistes et les tenants de la psychogenèse, et entre finalement l'université et l'État, des oppositions qui perdurent, qui existent encore aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce courant, il va être représenté, il va être très fort entre les deux guerres. Et il va être représenté par un monsieur que vous connaissez probablement, qui s'appelle Édouard Toulouse. Je pense que les gens de Marseille le connaissent, vu que il donne son nom à Marseille. Et Édouard Toulouse, c'était un homme de gauche, de l'époque, radical. Et c'est quelqu'un, et c'est lui qui a créé le premier service ouvert de France, qu'on appelle une médecine spéciale. Elle était chargée d'assistance au nom d'un idéal philanthropique. Et ça, d'ailleurs, Bonafé, qu'est-ce que dit Bonafé à un moment donné? Il dit que le secteur a été le mutant du système asilaire, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il a repris à son compte cette idée de médecine spéciale, cette idée que l'un comme l'autre, l'asile comme le secteur, avait en charge, comment vous dire, les malades dans tous les aspects de leur vie. Pas simplement dans le traitement médicamenteux, mais dans tous les aspects de leur vie. Alors l'asile avec l'enfermement, et le secteur avec la fameuse continuité des soins que tout le monde connaît ici. Et c'est bien, à mon sens, ce qui va être mis en cause avec la santé mentale. Et c'est la raison probablement de l'effacement progressif du secteur auquel on assiste aujourd'hui. Pour le comprendre, je crois qu'il faut aussi, encore une fois de plus, et je vais être assez rapide, un petit tour du côté de l'histoire. Et là aussi, je vous renvoie à Robert Castel qui explique ça très très bien. À la fin du 19e, au sein de l'aliénisme, même assez tôt finalement, est apparu, donc au sein de l'aliénisme, un courant qu'on appelle l'objectivisme médical.
l'objectivisme médical, dont l'un des porte-parole était Georges, par exemple, aliéniste fameux. Qu'est-ce qu'ils reprochent, ces gens-là, aux aliénistes? Ils leur reprochent de ne pas s'intéresser aux causes de la maladie mentale. Pinel dit, dans beaucoup d'endroits, il dit la maladie mentale est curable par le traitement moral, parce que justement, elle n'a pas de cause organique. Dire que la maladie mentale a des causes organiques, ça veut dire qu'on met une croix sur la curabilité de la maladie mentale. Pinel dit ça. Et donc Pinel est de ce point de vue, probablement, le lointain ancêtre du désaliénisme, en ce sens que les choses se jouent pour lui dans le psychisme et pour une part dans la relation. Alors après, ça ne préjuge pas de ce qui est devenu l'asile ensuite, mais il n'empêche qu'il y a un petit peu tout ça chez Pinel. Et les autres, ben, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là en germe la fameuse opposition entre les organicistes et les tenants de la psychogenèse, et entre, finalement, l'université et le cadre, des oppositions qui perdurent, qui existent encore aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce courant, il va être représenté, il va être très fort entre les deux guerres. Et il va être représenté par un monsieur que vous connaissez probablement, qui s'appelle Édouard Toulouse. Je pense que les gens de Marseille le connaissent, vu qu'il a donné son nom au grand hôpital de Marseille. Et Édouard Toulouse, c'était un homme de gauche, de l'époque, radical. Et c'est quelqu'un, et c'est lui qui a créé le premier service ouvert de France. Ça s'appelle le service Henri Roussel, à Sainte-Anne, à Paris. Et qu'est-ce qu'il dit, Toulouse? Il dit qu'il faut faire de la psychiatrie une discipline purement scientifique à l'égard des autres disciplines médicales. Et dans le même temps, qu'il faut en finir avec ce qu'il appelle l'extravagance d'assistance. Vous imaginez, l'extravagance d'assistance dont on fait preuve dans les hôpitaux psychiatriques. En d'autres termes, pour lui, la science va s'occuper de ce qu'il appelle les petits manteaux, c'est-à-dire ceux qui peuvent être soignés, d'où les services ouverts, et les autres, les tarés, les chroniques, alors là je reprends évidemment ces termes, qui continueront d'être enfermés. Et donc il y a là l'idée, chez lui, qu'il faut priver la psychiatrie de sa mission d'assistance, et qu'il faut faire une science dure, et qu'il faut en finir avec la médecine spéciale. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un exemple qui est intéressant de ce point de vue, c'est que vous savez qu'en 1937, on a changé le nom de l'asile pour l'appeler hôpital psychiatrique. C'est de 1937, pour sa date, c'est du Front populaire. Et c'est assez symbolique finalement, parce que l'asile, c'est l'asile. Mais dans l'asile, il y a asile, il y a abri. Donc il y a cette médecine spéciale. Dans l'hôpital psychiatrique, c'est la médecine. Donc vous voyez déjà les luttes qui se mènent à l'époque et qui vont finir par aboutir à la situation à laquelle que nous connaissons aujourd'hui. Parce que ça nous ramène à la santé mentale, tout ça. Notre santé mentale aujourd'hui, alors je ne vais pas vous dire qu'elle calque l'objectivisme de Toulouse, mais elle reprend d'abord, premièrement, une vieille idée de l'objectivisme, c'est que la maladie mentale a des causes organiques et qu'il faut la soigner comme toute autre maladie, et que le psychiatre doit être un scientifique et un médecin comme tout autre scientifique et comme tout autre médecin. Ça, c'est quelque chose qui nous envahit aujourd'hui. Quelque chose qui fait le fond, qui fait le fondement de toutes les politiques qui sont menées depuis 20 ou 30 ans, qu'elles soient de gauche ou de droite. Tout ça est mis en œuvre depuis une trentaine d'années. Donc ça nous vient de Toulouse, pour une part. Et ça justifie le rôle important de l'hôpital, par exemple, dans la gestion de la crise. Et ça, c'est un échec du secteur. Vous vous souvenez que le secteur luttait contre ce qu'ils appelaient l'hospitalocentrisme. Aujourd'hui, l'hôpital est devenu, effectivement, ce lieu d'experts, de scientifiques, de lieu où on va traiter la crise, du lieu où on va donner le traitement, où on va faire le traitement médicamenteux, on va le prescrire, où on va faire le diagnostic. Et d'où, de ce point de vue-là aussi, l'exclusivité, quand vous lisez tous les rapports qui sont faits aux ministres, aux premiers ministres, que sais-je encore, on a une priorité, une exclusivité, même pas une priorité, une exclusivité donnée à la psychiatrie biologique, ce qui d'ailleurs pourrait être bien clair, parce que je me suis fait quelquefois reprocher maintenant je me méfie, à mes yeux, n'en mettant en cause les recherches qui peuvent être faites en neurosciences ou autres. C'est une question purement idéologique. C'est pas une question de choix, d'ailleurs, je me sens ni la légitimité ni la compétence pour faire ces choix-là.
mais il s'agit d'une vision scientiste de la maladie mentale. Et là, on vient directement de l'objectivisme médical. Et je crois qu'il faut noter la démarche, la cohérence idéologique de la démarche. Si les foules sont victimes d'une maladie aux origines encore méconnues, mais dont on est sûr qu'elle réside dans l'organisme et dans le patrimoine génétique, il faut donc laisser la science agir, trouver des solutions, et ce faisant, on fait du sujet un objet d'étude, on le chosifie. C'est la chute dans la chosification dont parlait Foucault, et là aussi, on est dans ce terme que j'essaie d'amener au fil de mon discours, dans l'aliénation la plus profonde. Et puis il y a cette idée aussi que, en attendant que la science règle les questions, ben, il faut qu'on gère sans extravagance d'assistance, pour reprendre le terme de Toulouse, ceux qu'on ne peut pas traiter et ceux à qui on ne peut pas rendre le service de les rendre normaux, entre guillemets. Il y a une autre idée qui me semble importante et que je veux vous faire partager, c'est que depuis des années, depuis des décennies, en écartant toute idée de psychogenèse ou de sociogenèse de la maladie mentale, eh bien on fait perdurer une part de mystère qui alimente ce que Lucien Bonafé appelait la pensée magique. La pensée magique qui consiste à penser que le malade mental est quand même fondamentalement différent de nous, qu'il y a quelque chose de mystérieux en lui, qu'il y a une sorte de démon. Et là, avec la position scientiste, même si c'est sous une forme plus moderne et plus douce, si je puis dire, on est dans cette pensée magique, et c'est cette pensée magique, disait Lucien Bonafé, qui a permis toutes les ségrégations passées. On fait aussi, et là, M. Worms, c'est aussi, M. Worms, c'est déjà là, oui. On fait aussi, je crois, de la relation avec le malade, un supplément, et ce supplément, on va le confier au social, alors que je suis persuadé qu'elle est au cœur du soin, ça je le dis d'une façon extérieure, mais au fil des années, je me suis persuadé de ça. On fait de cette relation, donc, un supplément qu'on confie au social, ce qui permet d'éviter de poser un regard et de poser la question du regard que nous portons sur la folie. Ce regard, on le sait, qui est capable de modifier jusqu'à la folie elle-même. Et on ne s'interroge plus sur ce que constitue le but ultime, c'est ce qui constitue le but ultime de la démarche. On ne s'intéresse plus à notre propre engagement vis-à-vis du patient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est redevenu une chose, il est redevenu autre chose, il est redevenu étranger à nous-mêmes. La santé mentale aussi, et je vais essayer d'aller vite parce que je vois Pascal à son pupitre, elle reprend l'esprit de l'objectivisme en ce sens que pour elle, la maladie mentale doit échapper à la psychiatrie lorsqu'elle est chronique. Elle doit être confiée à d'autres, au secteur social et associatif. Ça se parlait de choses un dessin. Évidemment, c'est l'extravagante assistance dont je parlais tout à l'heure, mais avec un système qui garde quand même la haute main sur l'affaire. C'est-à-dire par le biais de la mise en œuvre de types de management, par le biais des financements, etc. Le système conserve malgré tout ça. D'ailleurs, je voudrais insister sur le fait qu'il me semble toujours tellement extraordinaire le fossé qui se creuse entre le côté social, entre le côté santé, la psychiatrie et le secteur social. Dans l'esprit du système, le psychiatre c'est devenu un expert. Et Robert Castel dit un truc très juste, il dit le psychiatre aujourd'hui, il ne voit plus son patient, il voit son patient, pardon, il ne le suit plus. Je voudrais aussi, pour illustrer ça, vous donner un petit exemple rapide, vécu, personnellement. Il y a quelques mois, j'ai passé une semaine dans une grande ville de province que je ne vais pas nommer, dans le cadre de la préparation du bouquin, et j'ai rencontré trois personnes pour être exact. Le directeur du grand hôpital local. Et qu'est-ce qu'il me dit, le directeur du grand hôpital local? Que l'on est passé en 20 ans de 2000 patients à l'hôpital à 200. Et il veut nous montrer par là qu'il s'agit d'une belle performance, c'est extraordinaire, avec un discours agrémenté de quelques considérations sur la citoyenneté, et que finalement c'est ça l'objectif. Le deuxième personnage que j'ai rencontré, c'est un psychiatre qui s'occupe de réhabilitation.
Il a passé 1 heure à me raconter comment il s'était pris pour filer l'hôpital, y compris de ses patients anciennement chronocisés, les plus anciens. Alors tout ça dans un exposé très technocratique sur les partenariats qu'il fallait nouer, sur les recherches de ressources qu'il fallait mobiliser, évidemment sans remettre en cause l'équipe budgétaire, mais ça vous connaissez le discours. J'avais, si vous voulez, un petit peu l'impression non pas d'avoir affaire à un psychiatre, mais à un spécialiste de la mécanique des fluides. Lorsque je lui ai demandé, le plus drôle, c'est que quand je lui ai demandé à la fin du discours, à la fin de son discours, je lui ai posé la question qui tue. Et la question qui tue, c'est comment vendons vos patients après tous ces chambardements? Ben, je vous jure sur la tête des gens qui me sont plus précieux qu'il a été interloqué, qu'il n'a pas répondu, et que c'est son cadre de santé, une femme tout à fait militante en un certain sens qui va sauver la mise, non pas parce que c'était un mauvais personnage, oui, je ne mets pas ça au niveau de l'individu, mais parce que c'est plus sa fonction. Ce n'est plus sa fonction. Et on assiste, et moi j'étais frappé quand je suis allé dans cet hôpital, à cette volonté de filer les hôpitaux, quel qu'en soit le coût humain. Et c'est une politique qui s'inscrit évidemment dans le contexte de la santé mentale. D'ailleurs, je terminerai pour vous en convaincre, en abordant un document très intéressant, et c'est assez rare dans ce genre de document, puisque c'est un rapport qui a été remis au Premier ministre en 2010. Je peux vous certifier pour en avoir lu quelques-uns que ce n'est pas une plaisanterie de lire ce genre de rapport. Mais ce rapport-là, il s'appelle « La santé mentale, affaire de tous ». Et il est signé par une dame qui s'appelle, c'est une psychiatre, Viviane Corres-Massetti, que vous connaissez peut-être par ailleurs, certains d'entre vous. Alors, 3 préalables par rapport à ce rapport. Le premier, c'est que ce rapport a été remis au Premier ministre, et non pas au ministre de la Santé, à la demande d'une ministre qui s'occupait de l'économie numérique de Kosciusko Morizet. Le fait qu'il soit remis au Premier ministre, ça montre bien que dans les plus hautes sphères du pouvoir, on considère désormais la santé mentale comme une question politique. Mais pas simplement comme une question politique de santé, comme une question politique tout court. Ensuite, le titre du rapport s'appelle « L'affaire de tous ». Alors, peut-être que ça va vous paraître un petit peu banal, ce titre, il l'est effectivement, mais je pense qu'il résume toute la démarche. La santé mentale, c'est plus seulement l'affaire des psychiatres, mais c'est celle de tous, associations, juges, élus locaux qui sont en première ligne, médecins, infirmiers, policiers, voisins, citoyens, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est mobilisable, on va le mobiliser, et la psychiatrie, dans cette affaire, n'est qu'un acteur parmi d'autres. Ça me semble intéressant parce que dans les années 70, quand vous relisez y compris certains textes des abénistes, il y avait la peur de la psychiatrisation et de la prise de pouvoir de la psychiatrie sur la société. Il semble bien que là, ce ne soit pas le cas. Là, c'est plutôt, on va mettre les psychiatres à un pôle et on va les transformer en experts, et à l'autre, on va donner au secteur social le soin de gérer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Viviane Corres? Elle dit, la santé mentale a 3 missions. L'action contre les troubles mentaux, sur 275 pages, je fais 1 page. Après, on ne va plus. On n'en parle plus. Deuxièmement, la détresse psychologique, là je cite, ou souffrance psychique. Et enfin, la santé mentale positive, c'est-à-dire celle qui doit favoriser le bien-être du citoyen, sa capacité à vivre dans le milieu dans lequel il faut s'adapter, je cite encore, sous-entendu, et là c'est moi, vous allez vous en douter, sa capacité à être plus compétitif. Cette conception de la santé mentale est également expliquée dans le texte de 2008 du Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être, qui dit « La santé mentale est un droit de l'homme, elle est indispensable à la santé, au bien-être, à la qualité de la vie, elle favorise l'apprentissage, le travail et la participation de la société. » Rien de plus inoffensif, vous allez me dire. Eh bien, quand on décrypte droit de l'homme, ça confirme bien que c'est une affaire politique. Les droits de l'homme ne relèvent pas que des psychiatres, à ce que je sache. Apprentissage, travail, participation à la société, ça veut dire adaptation de l'individu à son milieu, capacité toujours d'être compétitif et de répondre aux exigences du marché et de l'économie compétitive. Un dernier mot sur ce point concernant la méthode, qui me semble aussi nouvelle de la santé mentale. Celle-ci est l'affaire de tous. Ça signifie que les choses se font démocratiquement, transversalement, en réseau. Nous ne sommes plus dans le système disciplinaire qu'avait décrit Foucault. Vous savez, il y a des règles, il faut les respecter sous peine de sanction.
on est dans le système sécuritaire décrit aussi par Foucault, on laisse une marge de manœuvre suffisante aux acteurs pour qu'ils puissent gérer en toute liberté et responsabilité la pénurie, quand ce n'est pas la catastrophe. Parce qu'on gère la pénurie, ça je pense que tout le monde ici a l'habitude, mais parfois on est aux limites de la catastrophe, il faut bien la gérer aussi. Il en va de même pour les associations qui s'occupent des malades mentaux. Elles ont toute l'attitude pour gérer, pour innover, pour inventer, mais dans le cadre d'un budget qui se restreint d'une année sur l'autre, parfois en valeur absolue, on a des subventions qui diminuent en valeur absolue, mais elles sont soumises à des obligations de résultat, elles sont obligées de faire la manche, comme disait une responsable d'association, auprès des mécènes et des autres sponsors pour pouvoir vivre. Alors, et ce sera mon mot de la fin, la dernière question, que devient la folie dans tout ça? Je pense que vous aviez la question sur le bout des lèvres depuis tout à l'heure. Je dirais qu'en tant que telle, elle a disparu dans le discours officiel. Elle n'existe plus dans le discours dominant, que ce soit politique, médiatique, etc. Le fou est devenu un handicapé. Il faut noter au passage que, ça m'a toujours frappé, c'est qu'on est bien en peine de donner une définition précise de ce terme de handicapé. Finalement, est handicapé celui qui a été déclaré tel par une commission ayant décidé qu'il le serait. Vous m'expliquez, moi je répète? On ne peut pas dire que ce soit un petit peu court. Si on y regarde de plus près, en réalité, le handicapé, c'est celui qui ne peut ou qui ne veut pas s'adapter. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que c'est un terme qui dépasse largement le contexte de la médecine, puisqu'on parle désormais de handicapé social. Vous savez, les gens de Florange qui ont été licenciés brutalement, qui vivent dans une région où il n'y a plus d'emploi, sont des handicapés sociaux. Je ne vais pas dire un mot de plus, mais je vous laisse suivre. Je vais simplement rappeler une phrase de Robert Castel, qui est toujours tirée de ce livre, qui dit « La notion de handicap met au premier rang les performances sociales. Elle relève une mesure de l'efficience du comportement à prétention objectiviste. » En gros, c'est fixer les gens dans un statut par rapport à une performance dans le cadre du marché. Et le pire, me semble-t-il, par rapport à ça, c'est que le handicapé est toujours considéré comme un être diminué, par définition. Et là, je vais vous citer Castel, même si ça risque de choquer, peu importe, ça vient de Castel par la main, malgré tout. Il dit que le handicapé est connoté avec déficient, diminué, retardé, incapable, invalide, infirme, mutilé, inférieur, voire taré. On retrouve dans cette liste les joyeusetés d'Édouard Toulouse dans les années 30, quand même. Donc, je dirais moi mentalement pour ma part que la notion de handicap fige dans un État et qu'elle est aliénante, même si elle permet dans la catastrophe ambiante de toucher la hache, ce qui est effectivement peut-être tout à fait légitime de la part des familles et des gens qui ne savent plus quoi faire pour trouver une solution. Alors, pour terminer, je dirais que, handicapé ou non, le fou doit se conformer au sort commun des mortels. Il est considéré comme un citoyen, ce qui pourrait paraître positif, responsable de sa vie, responsable de son traitement et de sa prise de médicaments. Il doit avoir un projet de vie dès le moment où il met les pieds dans l'institution psychiatrique. Pourquoi pas, vous allez me dire? Le problème du projet de vie, c'est que ça ne relève pas du soin, mais de la volonté de réinsérer, de réhabiliter, afin que le malade ne pèse pas trop lourd et trop longtemps sur la performance générale. Et c'est le cas des dizaines et des dizaines d'externalisés de l'hôpital de province dont je parlais tout à l'heure. L'important au bout du compte dans ce système, c'est que le malade sorte, qu'il se tienne tranquille dans la cité, avec l'aide des associations, qui, quand elles en ont les moyens, doivent les gérer, donc sans extravagance assistante, comme on l'a répété concernant Toulouse. Et s'il ne se plie pas à cette injonction d'insertion, le fou est rejeté dans la catégorie des populations à risque, celles que l'on gère, comme les pauvres, les gosses de banlieue, les Roms, les délinquants. Et il faut noter d'ailleurs que le discours de Nicolas Sarkozy en 2008 à Antony a constitué de ce point de vue un véritable avertissement. Vous rentrez dans le rang où vous serez considéré comme population à risque, et si vous êtes population à risque, on n'aura on sera terrible avec vous au bout du compte. Ce faisant, et ça c'est promis, c'est la fin, en niant la folie, je pense qu'on nie l'humanité de celle-ci d'abord, et on nie le fait que celle-ci a à voir avec nous, les normaux, et qu'elle ne nous est pas étrangère. J'aime bien cette phrase de Hélène Chénion, vous savez, cette psychiatre de psychothérapie institutionnelle du secteur, qui disait « La folie est interne à chacun de nous, c'est une donnée humaine qu'on peut mettre toute une vie à reconnaître. »
Ce faisant, en niant cette humanité de la folie, on s'abstient de toute réflexion sur notre propre comportement vis-à-vis d'elle, sur notre propre regard sur elle, et puis aussi sur le monde dans lequel nous vivons. On rejette sur quelques gènes déficients la responsabilité de la situation de l'autre, on fait du fou de quelqu'un d'étranger et on l'aliène. On rejette l'idée démocratique pourtant que chaque homme, fût-il fou, a le droit de vivre avec les autres hommes, tel qu'il est, sans qu'on lui demande de se plier à un quelconque modèle. Et je ne vais pas résister au plaisir de vous lire une phrase de deux zigotos que vous allez reconnaître, qui s'appellent Antonin Artaud et Robert Desnos. Ils écrivaient en 1925. En 1925, vous voyez pas l'année dernière, en 1925. Nous affirmons la légitimité absolue de leur conception de la réalité et de tous les actes qui en découlent. Alors on est fou, bien entendu. Et puis pour revenir, là je termine vraiment, pour revenir à ce film que nous avons vu à Bruxelles, il me faisait penser à une phrase du grand psychothérapeute des psychoses italien, Gaetano Benedetti, que vous connaissez j'imagine. Et Gaetano Benedetti écrit « Plutôt que de nous soucier uniquement d'adapter le patient à la réalité sociale et à la réalité intellectuelle, c'est plutôt à nous de nous adapter aux étranges images intérieures de la psychose. » Tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Je vous remercie.